Au Bénin, l'Église catholique est montée au créneau au lendemain des 2 jours de violentes manifestations réprimées dans le sang. La conférence épiscopale a invité les leaders politiques du pays à renouer avec le dialogue. De très nombreux Algériens manifestent à nouveau pour un 11e vendredi consécutif, le dernier avant le début du mois de jeûne du Ramadan. Ils entendent néanmoins continuer de protester durant ce mois. Le chanteur et député d'opposition ougandais Bobi Wine a été libéré sous caution ce jeudi. Et ce, 3 jours après avoir été inculpé et placé en détention pour avoir organisé un rassemblement illégal en 2018. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Au Bénin, l'Église catholique est montée au créneau au lendemain des 2 jours de violentes manifestations post-électorales réprimées dans le sang, faisant au moins 2 morts. La conférence épiscopale, qui a fermement condamné les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes, a invité les leaders politiques du pays à renouer avec le dialogue. Les évêques du pays offrent leurs services pour une médiation en vue de retour au calme et à la cohésion sociale. L'atmosphère délétère dans laquelle se sont déroulées les élections législatives du 28 avril 2019, les incidents et la violence qui ont émaillé par endroits le scrutin, la faible participation de la population et les inimaginables scènes de violence du 1er mai 2019 à Cotonou, avec leur lot de victimes, nous préoccupent à un haut point. La psychose gagne le cœur des Béninois, si fiers de leur pays, connu et reconnu sur le plan international comme un havre de paix et un modèle de démocratie en Afrique. Face à cet état de choses, les évêques du Bénin expriment leur compassion et leur proximité spirituelle aux victimes des divers actes de violence perpétrés sur toute l'étendue du territoire national. Condamnent fermement les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes. Tout comme dans leur dernier message, ils réitèrent leur appel lancé à tous à s'abstenir de toute forme de violence. Invitent les leaders politiques de notre pays à renouer le fil du dialogue pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale, gage du développement harmonieux de notre pays. Offrent leurs services pour la médiation en vue d'un retour au calme, à la cohésion sociale, à la tolérance réciproque qui ont toujours caractérisé le peuple béninois. À moins d'une semaine des élections en Afrique du Sud, les différents partis politiques entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne. Près de 27 millions de Sud-Africains se rendront aux urnes le 8 mai dans le cadre d'élections générales qui désigneront notamment le prochain président du pays. Reportage. Dernière ligne droite dans la campagne électorale sud-africaine. 2019 marque le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela et de son parti, l'ANC. Le Congrès national africain devrait rester à la tête du pays d'après les estimations, mais il s'avance affaibli vers ces élections, malgré les efforts du président Cyril Ramaphosa pour faire oublier les nombreux scandales de corruption qui ont touché son parti et mené à la démission de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous ne pouvons pas être une nation libre tant que les fonds destinés aux pauvres sont gaspillés. Quand cet argent est perdu, quand cet argent est volé. Un mea culpa insuffisant pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Il dit « On vous a volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ». L'autre parti d'opposition, plus petit mais aussi plus vocal, a bâti sa campagne sur les questions de redistribution de la terre, de relations entre les races et de corruption. Un thème que Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, exploite à fond.
Il y a trop d'argent gaspillé par les politiciens en Afrique du Sud. Faisons des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Je veux le donner aux personnes âgées, aux enfants, cet argent qu'on aura enlevé des poches des politiciens. L'ANC est le parti qui a mis un terme à l'apartheid. Un statut qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété pendant les élections passées. Mais il a rarement été autant controversé que cette année et le taux d'abstention risque d'être élevé. Le scrutin du 8 mai déterminera l'impact réel des scandales de corruption sur le paysage politique de l'Afrique du Sud. Un accord politique devant aboutir à la formation d'un gouvernement dit de mission a été signé ce jeudi à la primature du Mali. L'accord, signé pour 2 ans, est un document conçu par une grande partie des partis politiques de l'opposition, de la majorité et aussi la société civile, mais sans l'URD, le parti du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Quelques présidents de partis politiques ont donné leur impression. On les écoute. Nous sommes pour cet accord politique qui est une union sacrée entre tous les Maliens. Donc nous sommes dessus parce que c'est un bon accord pour les Mali. Notre pays a besoin de notre union, de l'union de tous les filles et les fils du Mali. Nous devons accompagner le Premier ministre à accomplir la mission que le chef de l'État lui a confiée, notamment la cohésion sociale et le retour de la paix dans notre cher pays. Nous remercions aujourd'hui la présence de l'ensemble des partis politiques, de l'opposition et de la majorité. Donc, et nous fondons espoir qu'à partir de ces signatures des accords, Inch'Allah Rabbal Alamina, nous allons pouvoir sortir le pays de cette crise que nous vivons. Mon sentiment, c'est que quand nous avons rencontré le président de la République, nous avons exprimé de rassembler les Maliens. Et nous avons parlé d'accord politique et nous avons parlé de pacte social. Nous retrouvons ces 2 points dans cet accord politique. Nous l'avons demandé, il l'a exécuté et nous voulons réellement accompagner cette initiative. De très nombreux Algériens manifestent à nouveau à Alger pour un 11e vendredi consécutif, le dernier avant le début du mois de jeûne musulman du Ramadan. Ils entendent néanmoins continuer de protester pour démentir les craintes d'essoufflement du mouvement. Reportage. Le carrefour devant la grande poste d'Alger, devenu le point de ralliement des manifestations dans la capitale, est noir de monde comme chaque vendredi et le cortège remonte sur plusieurs kilomètres le long d'un des principaux axes de la ville. D'autres manifestants convergent vers la grande poste depuis d'autres quartiers. Homme fort de facto du pays depuis qu'il a lâché le président Abdelaziz Bouteflika, dont il était un indéfectible soutien depuis 15 ans, rendant inéluctable sa démission. Le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est particulièrement visé vendredi par les slogans. Également dans le collimateur, le président par intérim Abdelkader Ben Salah et le premier ministre Noureddine Bedoui, 2 anciens cadres zélés du régime Bouteflika, extrêmement discrets depuis des semaines. Un mois presque jour pour jour après la démission, le 2 avril, d'Abdelaziz Bouteflika, le mouvement de contestation inédit ne faiblit pas, mais aucune autre revendication n'a été satisfaite depuis. Aucune partie ne semble prête à céder et certains observateurs pensent que le pouvoir mise sur un essoufflement de la mobilisation durant le mois de Ramadan qui commence dans les prochains jours. Un mois de jeûne et de privation durant lequel les Algériens se couchent souvent tard et au fur et à mesure duquel la fatigue se fait de plus en plus sentir. Pour pallier la fatigue, la faim et la soif de la journée, la plupart des manifestants proposent de déplacer pendant le Ramadan les marches le soir après la rupture du jeûne. Le chanteur et député d'opposition ougandais Bobi Wine, potentiel adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, a été libéré sous caution ce jeudi, 3 jours après avoir été inculpé et placé en détention pour avoir organisé un rassemblement illégal en 2018. Images et son. Le député avait été inculpé le 29 avril avec 4 membres de son entourage, dont son frère, pour avoir organisé en juillet 2018, sans en avoir notifié la police, une manifestation pour dénoncer une taxe contre les médias sociaux.
Pour la première fois dans l'histoire du système judiciaire ougandais, Bobi Wine s'est exprimé devant le tribunal par visioconférence depuis la prison de haute sécurité de Luzira dans laquelle il était détenu. Ce n'est pas moi qui suis jugé, votre honneur. C'est le tribunal lui-même qui est jugé et votre honneur, peu importe ce que vous décidez dans ce tribunal, quoi que vous décidiez, cela ne me regarde pas. Mon travail, c'est de défendre la vérité. Je trouve les cautions substantielles et libère donc l'accusé ou le postulant pour les motifs suivants. Plusieurs députés d'opposition avaient vivement condamné l'inculpation de Bobi Wine, relevant que l'infraction présumée remontait à l'été 2018. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise urbaine et souvent très pauvre qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Museveni au pouvoir depuis 1986. Vous avez entendu l'une des conditions mentionnées par le juge de première instance, à savoir que si Bobi Wine participe à une manifestation illégale, la caution sera annulée. Bien sûr, la question est de savoir qui détermine l'illégalité des manifestations. Si c'est notre police, alors Bobi Wine ne sera jamais libre dans ce pays. Mais si l'illégalité est déterminée après un procès équitable, nous sommes confortables. Museveni est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent dans un pays où un habitant sur deux a moins de 16 ans. Ces derniers mois, visiblement inquiètes de la notoriété grandissante de Bobi Wine, les autorités l'ont à plusieurs reprises empêché de se produire en public. La candidate de l'opposition de droite à l'élection présidentielle macédonienne est en pleine campagne électorale. Lors de son dernier meeting, elle a déclaré qu'elle ne pourrait pas utiliser le nouveau nom du pays, la Macédoine du Nord, si elle est élue présidente, tout en promettant qu'elle respecterait la Constitution. Reportage. Le second tour de la présidentielle en Macédonie se déroulera dimanche prochain. Plus que quelques heures donc pour les candidats au scrutin avant de mettre un terme à leur campagne. À l'instar de son adversaire, la candidate de l'opposition droite, Gordana Silianovska-Davkova, met les bouchées doubles enchaînant les meetings. Lors de sa récente sortie, elle a promis à ses partisans de respecter la Constitution une fois élue au pouvoir. Je promets que je respecterai la Constitution. Le nom du pays a été changé. C'est un nom constitutionnel. Je n'entends pas ne pas signer des actes, des décrets. Je n'entends pas enlever le nom des institutions. Mais en tant que présidente et personnellement, je ne pourrai pas utiliser le nom de la République de Macédoine du Nord parce que je considère, comme beaucoup d'autres experts constitutionnels, qu'il y a une violation de la procédure, du droit international, de la Constitution de la République de Macédoine et j'utiliserai le nom de République de Macédoine. I procedure predviđene delovnikom I ja ću da upotrebljavam ime Republika Makedonija. C'est un accord historique avec la Grèce qui a entraîné le changement de nom du pays en Macédoine du Nord, suscitant l'enthousiasme de l'Occident, mais beaucoup moins celui des 1,8 million d'électeurs, le plus faible taux depuis l'indépendance de l'ex-république yougoslave en 1991. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, Stevo Pendarovski, soutenu par les sociodémocrates au pouvoir, et la candidate de l'opposition de droite Gordana Silianovska-Davkova sont au coude à coude avec respectivement 42,63% et 42,39%. Celui qui finira en tête dans 2 semaines n'est toutefois pas assuré de succéder au nationaliste Jorge Ivanov, adversaire résolu du changement de nom, qui ne pouvait pas se représenter après 2 mandats à ce poste. Il faudra en effet atteindre encore la barre de 40% de participation, quorum requis pour valider le scrutin. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.